Merci Grégoire, merci à toutes et à tous de cheminer un petit peu avec moi ce soir autour de cette thématique du recours à l'automédication dans la vie quotidienne. Voilà, je vais lire mon texte parce que je suis quand même pas très accoutumé à travailler sur cette thématique-là, hein. Donc, plutôt que d'improviser et de me perdre en cours de route, j'ai plutôt écrit un texte en m'appuyant aussi sur des recherches anciennes que j'ai menées il y a quelques années. Voilà. Je vais commencer par une citation de Blade Runner, hein, le grand livre de Philip K. Dick, qui a donné d'ailleurs le grand film de Ridley Scott, hein, dans les années 70. Dans le livre de Philip K. Dick, Blade Runner, les personnages justement ne laissent plus libre cours à leur humeur. Ils la programment selon le contenu et la durée de leur choix, sans craindre par ailleurs l'ambivalence de leurs sentiments. Ainsi, Descartes et sa femme Iran, deux personnages du roman, un couple à bout de souffle, entre-t-il dans une vive discussion à cause de l'ambiguïté inhérente à toute entreprise de cette sorte. Je cite Philippe Cady qui écrit du personnage de Descartes, il écrit « Devant le clavier, il hésita entre un dépresseur thalamique qui calmerait sa rage et un stimulant qui le rendrait assez furieux pour se tirer de la dispute à son avantage. Iran l'observait et elle lui répond « Si tu te programmes une saloperie, j'en ferai autant. Je vais me bloquer sur l'intensité maximale et te servir une engueulade dont tu te souviendras. » Fin de la citation. Les tensions du couple sont en jeu et suscitent une sorte de concurrence biochimique. Iran, la femme, s'inflige régulièrement 6 heures de dépression et d'auto-accusation. Comme Descartes lui fait remarquer qu'elle risque de ne plus vouloir en sortir, un tel état se perpétuant de lui-même, elle lui dit qu'elle enregistre au préalable une correction de programme plus optimiste. Voilà. À l'image de nombre de nos contemporains, l'un et l'autre récusent les aléas de leur humeur. Ils en veulent la maîtrise. Même s'il s'agit de programmer des heures d'angoisse ou de déprime à intervalles réguliers pour ne pas laisser en friche toutes les ressources de leur affectivité et parce que l'ambivalence est une structure de la conscience. Et d'ailleurs, Philippe K. Dick le savait particulièrement, lui qui a eu une vie assez heurtée, même s'il est devenu l'un des plus grands écrivains américains de science-fiction. Donc, voilà. L'orgue d'humeur, qui est finalement mise en œuvre dans le roman de Dick, hein, l'orgue d'humeur filtre leur vie quotidienne, lui insuffle sa tonalité, son style, et favorise le contrôle d'une affectivité qui était encore, il y a peu, l'insaisissable par excellence. Aujourd'hui, l'arsenal des psychotropes, par exemple, met l'émotion à la discrétion du sujet. Dès lors que la stimulation chimique est efficace, le choix de l'humeur ou la qualité du rapport au monde s'opère sur une vaste palette à l'initiative de l'individu. De nombreuses techniques concourent aujourd'hui à la programmation de l'affectivité propre ou de la tonalité d'action sur l'environnement. Elles visent à une transformation délibérée du fort intérieur en vue d'une finalité précise. Améliorer sa puissance sur le monde, aiguiser ses capacités de perception sensorielle, modifier son état de vigilance, surmonter sa fatigue, se donner les moyens d'un effort prolongé, échapper au sommeil, ou à l'inverse, réussir enfin à s'endormir, etc., etc. À ces techniques de gestion de l'humeur et de la vigilance, nos sociétés contemporaines donnent une formidable extension. Elles favorisent à cet égard le déploiement d'un imaginaire de la toute-puissance sur soi, largement mis à contribution par les individus, dans le contexte évidemment du néolibéralisme de nos sociétés, et parfois aussi, on l'a vu, de management extrêmement brutaux. S'abandonner à son humeur naturelle, entre guillemets, son humeur naturelle du jour, ou à sa forme physique, serait se priver peut-être de ressources précieuses, ou se rendre moins compétitif sur le plan du travail ou de la vie quotidienne. Si l'anatomie n'est plus un destin,
L'affectivité aujourd'hui ne l'est plus davantage quand un vaste éventail de moyens pharmacologiques propose leur service. La clé du rapport au monde tient dans la volonté qui décide de la molécule appropriée pour rectifier un corps mal ajusté en modifiant l'humeur. Autant tracer biochimiquement un chemin en soi plutôt que d'affronter sans défense l'épreuve du monde sans se sentir à la hauteur. Dans le domaine sportif, des hommes ou des femmes se présentent aux compétitions avec des corps chimiquement modifiés avant de l'être sans doute un jour génétiquement. Le recours aux molécules dans l'ordinaire de l'existence ou lors d'événements attendus, comme par exemple des examens, vise à toujours repousser les limites physiques ou à maintenir le sujet dans son ancrage social, professionnel ou familial. La clinique met aujourd'hui en évidence le sentiment de vide, d'insignifiance, d'impuissance, d'érosion identitaire. Un mal de vivre diffus sollicite un recours pharmacologique dans le souci de ne pas perdre sa place au sein du lien social. Il ne s'agit nullement de pénétrer un autre monde, comme dans le recours aux drogues classiques, d'inventer donc un contre-corps, un contre-monde, dans des formes radicales de disparition de soi, mais à l'inverse, de forcer les capacités de tenir le coup face à l'adversité éprouvée et la compétition généralisée de nos sociétés. En termes de statut de médicament, c'est le passage, je cite Alain Ehrenberg, le passage d'une vision sédatrice à une vision psychostimulante, entre guillemets. Ce sont des appuis, enfin, tous ces recours à l'initiative de l'individu qui prend des molécules pour réajuster son rapport au monde, ce sont des appuis pour maintenir les impératifs de sa position sociale, un allègement de l'effort permanent pour être soi, mais aussi une manière de maintenir ou de restaurer la sensation de soi. Il y a quelques années, les auteurs anonymes du Guide des 300 médicaments le disaient déjà explicitement, en pionnier d'une certaine manière, pour dissiper toute hésitation de la part des usagers. Je cite ces deux auteurs qui écrivaient à l'époque « Se droguer signifie un rejet, un refus du monde réel, une quête suicidaire, une fuite insensée dans les limites imaginaires de la dépersonnalisation. Au contraire, se doper dans le monde moderne représente un processus d'intégration parfois indispensable, une arme pour affronter le réel. » Fin de la citation. Vous voyez d'ailleurs dans le jugement moral à l'encontre de la toxicomanie un autre jugement moral, mais plutôt favorable évidemment en matière de doping, de dopage de la vie quotidienne. Logique donc du forcing, de l'exploitation du temps, de l'espace, du corps, les domaines de la santé ou de l'alimentation illustrent aujourd'hui ce souci permanent de performance, d'efficacité. Déjà, à la fin des années 80, le succès public immense du guide des 300 médicaments pour se surpasser physiquement et intellectuellement l'atteste. C'était le titre du livre. Aujourd'hui, les sites internet, construits sur le même mode, alimentent cette croyance que des molécules judicieusement choisies sont toujours à portée de main pour atteindre n'importe quel objectif. Réussir, tenir le coup, améliorer son potentiel, augmenter sa libido, sa capacité de travail. Les athlètes consomment des anabolisants ou des hormones stéroïdes, mais à leur échelle, les consommateurs ordinaires ne sont pas en reste. Les frontières se brouillent entre l'alimentation et la médecine, les activités sportives ou de loisirs et le travail, et la médecine toujours, ce qui relève d'un fantasme d'amélioration du quotidien ou du pathologique, amélioration du quotidien ou du pathologique, mais j'aime pas le mot pathologique, donc j'y mettrai des guillemets, du plaisir et de la souffrance, les unes et les autres, n'étant que des éléments de ce souci de performance, moins dans une discipline personnelle que par la magie d'une molécule. On est bien dans un univers technologique, en quelque sorte, où, sans le moindre effort personnel, on attend immédiatement une amélioration de son rapport au monde.
Les usages médicaux des psychotropes ou de médicaments pour des usagers qui trouvent là une réponse symptomatique à leur souffrance ou une volonté donc d'améliorer leur performance. Non, pardon, je m'embrouille dans mon texte, je veux aller trop vite, je reprends. Les usages médicaux des psychotropes ou de médicaments pour des usagers qui trouvent là une réponse symptomatique à leur souffrance participent bien entendu du système classique de soins. En revanche, la gestion pharmacologique des problèmes existentiels courants, ceux dont Freud disait d'ailleurs qu'ils n'empêchent pas d'exister, entre guillemets, manifestent aujourd'hui une intolérance aux aspérités de l'existence et s'inscrit dans ce qu'on pourrait appeler l'extrême contemporain. Plus révélatrice encore est la volonté de produire des états affectifs sans que la gestion du mal de vivre soit posée un seul instant, mais dans le seul souci de décider de soi et d'optimiser les circonstances. Les psychotropes, par exemple, sont devenus des techniques banales de modélisation du comportement et de l'humeur, des produits de consommation courante, bien souvent hors de tout contexte pathologique, disons hors de tout contexte de souffrance plutôt, et souvent en puisant dans l'arsenal ambigu du marché de l'Internet. Par ailleurs, l'administration intensive des psychotropes aux pensionnaires des hôpitaux psychiatriques ou aux personnes âgées dans certaines institutions sont des données connues, participant d'une régulation autoritaire des comportements. Mais là, évidemment, on n'est plus dans l'automédication, mais dans la contrainte. Conduite magique qui assure au moins une prise sur soi, là où l'environnement social se fait problématique. Dans une société en crise, saisie dans un remaniement sans repos de ses valeurs et de ses assises sociales, les ressources personnelles sont sollicitées en permanence avec le désarroi ou l'anxiété qui naissent de la peur de ne plus être à la hauteur. À la confusion des repères, à l'incertitude qui règne sur l'avenir, les individus répliquent aujourd'hui par une production personnelle de leur identité sur un mode plus individualiste, à travers une sorte de bricolage où les influences sociales relèvent davantage de l'ère du temps que de régularités plus profondes et durables. Ce n'est plus la société qui donne une signification à l'existence à travers l'intégration sans équivoque de l'individu à l'intérieur du lien social. Ce dernier, au contraire, tend de plus en plus à s'auto-référencer, à chercher en lui-même, dans ses ressources propres, ce qu'il ne cherchait autrefois au contact des autres, à travers des institutions sociales et le recours également à la culture. Sa latitude de choix, celle de l'individu contemporain, sa latitude de choix est considérable. Mais le paradoxe de la liberté est d'exiger une boussole pour en orienter l'usage. Ce qui faisait dire autrefois à André Gide, « Effrayante est une liberté que ne guide pas un devoir ». Et beaucoup d'ailleurs de nos comportements aujourd'hui relèvent de cette pathologie de la liberté, de cette incapacité à assumer une liberté qui est devenue absolument écrasante à travers l'immense marge de manœuvre dont nous disposons aujourd'hui en tant qu'acteurs, ce qui amène donc évidemment beaucoup de médicaments, beaucoup de psychotropes à devenir des sortes de prothèses pour maintenir son étiage dans le rapport au monde. Donc la liberté est toujours équivoque pour l'individu, dont le sentiment d'identité fait aussi la part belle à l'ambivalence, à l'ambiguïté, à la nécessité aussi d'une direction pour apprivoiser le fait de vivre. En fait, cette autonomie, qui est celle de l'individu moderne, cette autonomie procure l'exaltation ou la peur, selon les individus et les moments aussi d'ailleurs de leur existence. L'imaginaire qui préside à leur usage fait des psychotropes l'un des moyens symboliquement efficaces de produire son identité personnelle sur un mode sécurisant, maîtrisé, entre guillemets, en cherchant l'état psychologique approprié aux circonstances. Devenir un écho du monde plutôt qu'un acteur. Par l'usage de médicaments, dont la finalité est de modifier la tonalité de la relation au monde, l'individu parcourt à sa guise ce qu'il imagine de la biochimie des émotions et des comportements, selon le choix plus ou moins éclairé qu'il fait
de la molécule propre à susciter l'état voulu. La résolution pharmacologique des tensions prime sur toute autre démarche de compréhension et de restauration. Elle manifeste l'intolérance accrue des sensibilités contemporaines à toute forme de désagrément et de frustration. Ces produits innombrables, et surtout souvent en libre accès sur Internet, ces produits participent des techniques de gestion de l'humeur et de l'usage de soi. Ils contribuent de manière grandissante à la maintenance du normal, ou à une accélération de son rythme ou de ses performances, selon la volonté de l'individu, parfois sans que le seuil pathologique soit même effleuré. Ils ne visent plus une restauration des fonctions ou la lutte contre la maladie. L'individu use plutôt des principes actifs des médicaments pour mieux assurer une relation ordinaire au monde ou anticiper sur des circonstances vécues déjà comme probablement problématiques. La médication du quotidien se situe sur la ligne frontalière du normal et du pathologique. Son enjeu n'est plus la santé, qui n'est pas forcément menacée, elle est dans une surenchère sur la santé, c'est-à-dire une accentuation des capacités de réaction ou de résistance des fonctions organiques dont l'individu ne se satisfait plus. Elle vise un meilleur ajustement et non au rétablissement d'un équilibre vital compromis. Elle concourt à une gestion de soi pour mieux fonctionner, entre guillemets, on ne peut pas trouver un meilleur terme. Elle vise un meilleur ajustement et non au rétablissement d'un équilibre vital compromis. Elle concourt à une gestion de soi pour mieux fonctionner, mieux trouver sa place socialement ou professionnellement. Dans ce contexte, la drogue est devenue moins un instrument d'exploration de soi qu'un remède pour continuer à vivre. Sa quête est un autre état du corps, non le retour à son étiage habituel. Ce dernier n'est pas menacé. Il est ce qu'il faut modifier pour atteindre l'humeur appropriée ou l'angle le plus propice du rapport au monde. En ce sens, le dopage qui touche les activités sportives n'est que l'aspect le plus visible d'une attitude banale qui affecte profondément des centaines de milliers d'Occidentaux au niveau même de l'exercice du quotidien, dans une existence qui tend à se muer en compétition permanente. Ce sont des médicaments du fonctionnement qui s'efforcent de gommer la difficulté d'être soi pour maintenir ou amplifier la sensation continue de soi. La maîtrise chimique du quotidien n'épargne pas l'enfant qu'il faut rendre conforme aux attentes collectives. Dans les années 80 aux USA, par exemple, un enfant trop actif est perçu comme manifestant un trouble déficitaire de l'attention, comme on dit aujourd'hui. Il entre désormais dans le registre des pathologies de la chimie cérébrale et de la constitution génétique. Des millions d'écoliers sont aujourd'hui traités à la Ritaline ou à d'autres médicaments du fait de leur difficulté d'apprentissage ou des perturbations qu'ils soulèvent dans leur classe ou dans leur famille. Ils sont soignés pour anxiété, dépression, troubles du comportement, hyperactivité, etc. D'une certaine manière, l'éducation familiale et scolaire est ainsi protégée de toute mise en cause de son fonctionnement, assurée de n'avoir jamais tort. L'enfant est réputé souffrir d'un dysfonctionnement cérébral plus ou moins léger, même si les examens neurologiques ne repèrent rien et si les enfants suspectés de cette pathologie sont parfois très tranquilles lors des consultations ou hors du contexte familial ou scolaire. Des ouvrages sur ce trouble affirment que ce comportement n'est pas contradictoire et que le médecin ne doit pas reculer devant la prescription des médicaments appropriés pour le calmer, pour reprendre la parole d'un médecin. La biologisation du symptôme de l'enfant naturalise ses conduites, censée désormais exprimer sa pathologie et non plus sa souffrance. Sa souffrance d'être immergé dans une situation où il ne trouve pas sa place, sa raison d'être. L'écoute de l'enfant, le soutien affectif, le cheminement à ses côtés, le repérage des troubles familiaux ou scolaires ne s'imposent plus s'il s'agit de soigner strictement le symptôme. C'est-à-dire l'enfant finalement transformé en une sorte de terminal biologique.
Et dans ce cas-là, évidemment, on n'a plus du tout à s'interroger sur les causes éventuelles, hein, peut-être le système relationnel où cet enfant est immergé. En tous les cas, ça pourrait et ça devrait être l'une des hypothèses cliniques. En France, ces prescriptions de médicaments dans l'enfance, du fait de l'initiative des parents ou des médecins, comptent parmi les plus importantes du monde. La modernité a élevé les émotions à la dignité scientifique, entre guillemets, de réactions chimiques. L'usage régulier des molécules se vit donc comme une sorte de console reliée à un corps dont il programme à son gré les performances affectives. Recours non seulement associé au comportement extérieur, mais également à un souci de transformation du fort intérieur. Recours qui signe évidemment la confiance dans les techniques, et la société française est en ce sens l'une des plus consommatrices de médicaments dans le monde, souvent perçus comme des médicaments qui sont souvent perçus comme uniquement positifs, dans l'oubli de leurs effets secondaires ou de la prise en compte de la balance bénéfice-risque. D'une manière générale, les techniques enseignent à l'individu une morale pragmatique de l'efficacité la meilleure, sans souci réel des conséquences à plus ou moins long terme de ce recours. Elles induisent le sentiment diffus qu'il y a des solutions à tout, des solutions chimiques à tout, même à la volonté d'élargir à l'infini ses capacités de travail ou de retrouver enfin, par exemple, un sommeil paisible. Un large faisceau de produits est facilement accessible à travers Internet ou les pharmacies, ou la demande à un médecin généraliste, par exemple, telle ou telle prescription. Un large faisceau de produits est facilement accessible à travers Internet pour tout individu qui souhaite changer son humeur ou sa vigilance, sans avoir à s'en remettre au temps ou à la marche, par exemple, pour conquérir l'état psychologique désiré ou développer une discipline pour laquelle il n'a pas de patience. On veut tout immédiatement. On est aussi dans un certain culte de l'urgence, du rendement, de l'efficacité, etc. Et on ne veut pas prendre le temps de changer un rapport au monde qui devient de plus en plus problématique. Le produit ingéré donc, est supposé supprimer la durée dans l'obtention du résultat. Il procure l'état voulu, au moment voulu, sans l'effort particulier de l'individu, qui a seulement à tendre la main vers son armoire à pharmacie. Le médicament le libère pour une part l'individu de son anxiété ou de sa fatigue, lui donne la force ou la vigilance dont il a besoin provisoirement ou durablement. L'individu fait ainsi l'économie d'une analyse plus intense du malaise qu'il ressent. La protestation du corps est enrayée, on force son fonctionnement grâce à une instrumentation biochimique qui le muselle. Tout cela jusqu'à un certain point, car l'usage de ces produits n'est pas toujours indemne d'effets secondaires, comme je disais, ou d'effets indésirés, et leur efficacité est souvent limitée. Et donc, forcément inaudible. Alors, j'ai tenté de recenser ces interviews depuis... Il y a quelqu'un qui n'a pas éteint son micro, mais c'est bon, on l'éteint. Vas-y, David, excuse-nous. Oui, je t'en prie. Certes, ce brouillage est parfois désiré comme une manière de disparaître de soi, de se libérer des coordonnées sensorielles trop insistantes, de se libérer d'une pression sociale ou professionnelle, quête de ce que j'avais appelé dans mon livre une blancheur, qui autorise à relâcher les tensions et à oublier les réclamations des autres, soulagement de la contrainte d'être soi, de devoir être toujours actif, toujours disponible. Nombre de ces médicaments sont ainsi recherchés pour ces effets d'atténuation de la conscience d'être soi, marquant ainsi l'ambivalence de ce recours, comme je l'avais pointé au début de mon exposé dans le livre de Philippe Cadic. Au-delà des effets intentionnellement recherchés, se profile une volonté de s'affranchir des aléas et de l'ambivalence du monde en leur substituant une volonté perçue comme autonome et souveraine. À l'insaisissable de la vie moderne, on oppose le saisissable du corps, seul objet qui donne prise sur le réel. La relation au monde, avec ce qu'elle implique de flou, de précaire,
d'imprévisible est contenu provisoirement, certes, mais l'usager a le sentiment que l'éternité est devant lui et que le même geste qui le sauve à l'instant est reproductible toutes les fois où il en a besoin pour retrouver l'état souhaité. L'affectivité est ainsi soustraite à la temporalité, elle se transforme grâce à l'action de la molécule sur le système nerveux en un espace à parcourir à son gré selon le programme déterminé. C'est donc l'idée de l'orgue d'humeur de Philippe Cadic. La durée est abolie, loin de se reconstruire dans la patience en changeant les données défavorables de l'existence, loin de prendre le temps d'une médication sans effet secondaire et sans accoutumance, l'individu s'en remet à une solution d'urgence, mais qui tend à devenir permanente. Une publicité des années 90 pour un hypnotique montre un oiseau sortant de l'objectif d'un appareil au moment même du déclic, d'un appareil photographique au moment même du déclic. Le produit est censé ainsi donner un sommeil immédiat. La durée même de l'endormissement est perçue comme superflue. Il faut dormir au moment même de la décision de dormir. Un exemple parmi d'autres. Les molécules modèlent les comportements selon l'image idéale, fantasmée, que s'en fait l'individu. Ce dernier gère son humeur et ses performances avec les moyens sophistiqués de la technologie moléculaire. Il n'a pas confiance en ses ressources propres. Il n'a pas confiance en ses ressources propres pour s'offrir à la situation qu'il appréhende avec l'état psychologique propice dont il pense qu'il lui fait défaut. Il lui faut une solution immédiate et prévisible dans ses effets. Les comprimés sont là. L'individu se procure par leur intermédiaire le sommeil désiré, l'apaisement de l'angoisse, de l'anxiété, une meilleure stimulation pour l'examen, une meilleure mémoire, une intelligence, une meilleure intelligence des circonstances, l'oubli d'une fatigue persistante, la fin d'une nervosité qui empêche la concentration, etc., etc. Les technologies, finalement, ne se contentent plus d'envelopper la vie quotidienne, elles s'insinuent au cœur de l'intimité pour soulager l'individu de son effort pour apprivoiser le fait de vivre. Et celui-ci s'en remet à elle pour ce qu'il doit ressentir du monde qui l'entoure. Nettement détaché des impératifs médicaux, les psychotropes ou un certain nombre de médicaments se donnent en auxiliaire technique d'existence, en prothèse du sens manquant à l'existence, modulant l'angle d'approche du quotidien, établissant un fantasme de maîtrise de soi face à la turbulence du monde. Il concourt aussi, d'ailleurs, à la cyborgisation de l'individu. Cyborgisation de l'individu, à l'effacement aussi des frontières entre ce qui relève de soi dans un comportement et ce qui incombe à une technique extérieure qui va justement modeler, façonner ce comportement. Consommé par des individus qui veulent assumer une emprise sur soi dans un souci d'élargissement des possibilités personnelles, d'optimisation des ressources affectives et intellectuelles. L'identité, la tonalité du rapport au monde se cisèlent chimiquement par le recours judicieux aux produits appropriés. Et le produit enracine le sujet en émondant les traits qui le gênent et en stimulant ce qu'il souhaite à la manière d'un cosmétique affectif. Le médicament, le produit, donne prise sur soi à travers une alchimie idéale. Ne plus être soi pour être enfin soi. Ne plus être soi pour être enfin soi, se rectifier personnellement à la manière d'une esquisse qui arrive enfin au texte final. L'un de ces produits sur le marché souligne dans sa communication que les patients qui le prennent se sentent mieux que bien. Mieux que bien. Le paradoxe de cette volonté est bien sûr d'abdiquer toute volonté, en s'en remettant à la toute-puissance imaginaire ou réelle du produit consommé. La décision de l'individu n'intervient plus que sur le fil ténu qui oriente le choix de la substance
pour provoquer l'état souhaité. Pour le reste, l'individu est sur des rails, il suit les lignes de force décidées antérieurement. Le rapport au monde est globalement mis à la raison, à raisonner, à la fois subordonné à l'individu, mais aussi le subordonnant. L'orgue d'humeur est une voie royale pour demeurer de plein pied dans un environnement qui se dérobe aux efforts de l'individu. On en consomme les produits pour affermir sa volonté, s'arrimer solidement à une réalité fluctuante, toujours provisoire, et rester surtout dans la course. On ne cherche plus à échapper à des conditions d'existence jugées contestables ou insuffisantes. À l'inverse, on s'enracine en elles, soit en annulant par les tranquillisants les difficultés qui leur sont liées, soit en décuplant ses forces pour s'inscrire un temps au meilleur niveau dans une société où la concurrence se fait plus rude et où le fait de vivre ne va plus de soi, de sorte qu'il faut régulièrement le soutenir de tuteurs pharmacologiques. La gamme d'états psychologiques suscitée par les psychotropes est en harmonie avec l'identité à géométrie variable qui est de mise aujourd'hui pour se maintenir en bonne position dans nos sociétés. Plutôt que de faire de son humeur un effet de la résonance en soi du monde, on veut faire du monde une conséquence de son intention propre. Le salut de la vie quotidienne tient en une formule chimique qui libère une partie de l'incertitude et de la peur. L'ambivalence du rapport au monde est neutralisée. Pour orienter un choix propice, les conseils se multiplient dans les revues spécialisées ou non, les ouvrages de vulgarisation où s'étalent complaisamment les recettes du bonheur, du repos ou de la performance, les sites de promotion ou les réseaux sociaux, les influenceurs aussi d'ailleurs, sont des propagandistes insidieux qui légitiment ces recours comme une technologie banale du quotidien. Il ne s'agit plus seulement d'une médicalisation de la souffrance existentielle, mais aussi d'une fabrication psychopharmacologique de soi, modélisation chimique des comportements et de l'affectivité, manifestant un doute fondamental à l'encontre du corps, d'un corps qu'il convient de tenir à sa merci par la molécule appropriée. La gestion de soi, donc sur le mode de la techné, n'est pas seulement le fait du recours massif à la psychopharmacologie en face des difficultés ou des sinuosités de l'existence au quotidien. Elle se révèle aussi dans d'autres pratiques sociales bien banalisées. L'usage, par exemple, courant des vitamines, des fortifiants, de la diététique, etc. Le façonnement aussi de la forme du corps à travers tout un tas de gymnastiques, les salles de mise en forme, les régimes alimentaires, le culturisme, etc., dont on connaît également aujourd'hui le succès. Ces pratiques sont des modes volontaires de production de soi, de façonnement de l'identité personnelle. Elles témoignent d'un imaginaire où l'individu se dédouble. L'individu se dédouble et fait de son corps un alter ego, et se pose devant lui en bio-engineer, occupé à gérer son capital physique ou affectif, à rectifier les erreurs qu'il pense déceler dans la machine entre guillemets de son corps dont il veut optimiser ou explorer les ressources. À leur échelle, donc, nombre d'individus se posent en artisans de cette vision désabusée du corps et bricolent leur humeur ou la tonalité de leur rapport au monde sur le clavier considérable des molécules complaisamment mises à leur disposition sur le marché. Dans un contexte de déliaison sociale et de concurrence généralisée, où il faut au moins garder la tête hors de l'eau, le dopage qui imprègne le sport n'est donc, je l'ai dit, qu'une extension de cet état d'esprit où il faut vaincre sans état d'âme, même en utilisant des subterfuges. Le dopage dans le sport ne fait que grossir ce qui se joue dans le quotidien de l'individu sans qualité, de l'homme ou la femme ordinaire. La fabrication biochimique de l'intériorité, couplant le sujet et la molécule appropriée, fait du corps le terminal d'une programmation de l'humeur
une forme inédite du cyborg, c'est-à-dire de l'alliance irréductible de l'humain et de la technique incorporée. La surconsommation des molécules, dans une perspective de façonnement de soi, n'est donc pas seulement un problème de santé publique, mais surtout une question éthique, politique, en ce qu'elle met en évidence la compétition effrénée avec les autres dans nos sociétés, dans le souci de maintenir sa place à tout prix, en dépit des menaces pressenties dans le recours aussi à ces dispositifs pharmacologiques. L'individu donc cherche à garder sa place dans le monde en se protégeant derrière un bouclier chimique. Et quelle solution? Évidemment, il n'y en a pas, puisque la seule solution pour juguler ce dopage de la vie quotidienne, qui soulève nombre de questions éthiques, serait de construire un lien social qui serait davantage fondé sur la reconnaissance mutuelle, réinventer des formes de management qu'on a complètement perdu aujourd'hui de vue, puisque beaucoup d'entreprises sont fondées sur des managements d'une extraordinaire brutalité. Voilà, donc en d'autres termes, pour changer les modalités de consommation de ces médicaments ou de ces psychotropes, il faudrait changer le monde, et ça, évidemment, ça ne nous concerne plus trop en tous les cas en tant qu'observateur de la vie sociale, de la vie médicale. Voilà, merci de votre attention. J'ai terminé mon propos. Je crois que j'ai été un petit peu dense, un petit peu répétitif, mais on peut en tous les cas dialoguer ensemble sur ces questions. Merci de votre attention. Merci David. Non, c'était pas. Oui, c'était dense, mais c'est une densité qu'on apprécie toujours et qu'on réécoutera peut-être, parce que c'est vrai qu'il y avait des moments qui mériteraient d'y revenir à chaque phrase. Mais en fait, ta conclusion est intéressante parce qu'il y a quelques professionnels de santé autour de l'écran. Oui. Et tu leur dis que le but serait de changer le monde, qui c'est un bien vaste programme, donc effectivement pas s'y attacher. Mais est-ce qu'au fond de toi-même, tu penses que, vu ce que tu nous as décrit, finalement, c'était ou non le but d'un professionnel de santé d'essayer d'infléchir le comportement des personnes qui ont recours comme ça à l'automédication, au dopage, ou est-ce que finalement, on doit être dans un laisser-faire? C'est assez basique comme question. Alors, je mets de côté la zone de dangerosité qui serait un peu polémique, mais une fois qu'on a écarté une zone de dangerosité qui est de notre rôle d'alerter, d'informer sur la dangerosité, est-ce que finalement, c'est du rôle du soignant que de vouloir contrecarrer les volontés des individus, finalement? D'abord, évidemment, énormément de ces produits sont utilisés en automédication. Beaucoup sont commandés par Internet et sont parfois d'ailleurs des produits frelatés. Donc, il y a une large part de cette consommation qui échappe complètement au regard du médecin. Mais je pense en effet que le rôle du médecin, quand il a devant lui des patients qui lui demandent des prescriptions qui paraissent un peu excessives pour accroître justement les performances sur la vie quotidienne ou pour juguler la peur ou l'angoisse, je pense que le rôle du médecin, c'est quand même de proposer des alternatives et qui soient sans juger, sans moraliser, parce que je crois que quand on moralise en tant que médecin, ou encore pire en tant que sociologue, évidemment, on perd absolument toute crédibilité, toute légitimité, mais on peut, mine de rien, entre guillemets, pour moi c'est une parole extrêmement importante, le mine de rien, dans la prévention, et notamment d'ailleurs dans la prévention dans la clinique adolescente, mine de rien, on peut suggérer aux patients d'autres recours. J'évoquais tout à l'heure, je l'ai fait trop vite, à la marche par exemple, voilà quelqu'un qui est complètement paumé dans sa vie personnelle, qui est au bord de l'épuisement et qui réclame des molécules pour accroître encore sa capacité de résistance. Voilà, on peut peut-être lui proposer d'aller marcher dans la forêt ou d'aller dans un spa pendant quelques jours, ou je ne sais pas. Et peut-être que l'autorité du médecin qui dit ça, qui explique au patient que s'il force encore la résistance de son corps, ça va peut-être se casser, ça va se briser et il va peut-être perdre sa vie. Donc je pense que là, c'est une question singulière, évidemment une question toujours individuelle, mais je pense évidemment que la tâche quand même du médecin, c'est d'essayer de trouver ou d'inventer avec le patient des alternatives. Dans des cas comme ça, d'ailleurs, on peut entamer un dialogue, on peut demander au patient en quoi il pense que sa vie pourrait être un petit peu améliorée sans recourir aux médicaments
médicament. Le patient peut dire « Ah, mais ça fait tellement longtemps que je voudrais faire tel voyage » ou qu'avec ma compagne, on ne peut pas partir, etc. Et là, peut-être, on peut essayer ensemble, le médecin et le patient, de trouver une solution qui ne soit pas forcément une solution pharmacologique. Mais ce que je dis, évidemment, c'est plus simple à dire qu'à réaliser dans la vie quotidienne, avec l'ambivalence aussi des patients. Les patients vont vous dire « Je sais bien, mais quand même, je sais bien que c'est nocif pour moi, mais je ne peux pas faire autrement. Sinon, je perds mon boulot. Sinon, je n'aurai pas le temps de donner le rapport que mon entreprise attend, etc. » On est tous un peu dans l'ambivalence à cet égard. Il n'y a pas de bonne solution, d'ailleurs. J'ai souvent ce sentiment-là. Tu as raison, on va passer la parole à l'écran, mais il y a quand même une forme d'ambivalence quand nous, on voit les plus jeunes dans nos services Oui. hospitalier. Alors moi j'ai un trait spécifique, tu sais, avec la médecine légale, je vois toutes les questions des addictions qui se passent mal et des abus. Mais il n'empêche qu'on a face à des patients qui sont en tension sur les valeurs morales de la société parce qu'ils disent on voudrait être en décroissance, Oui, on voudrait être dans un rapport à la nature plus simplifié. Donc ça, je crois que c'est une vraie volonté oui. tu vois, politique, citoyenne. Et puis dans le même temps, comme ils voient que la société ne s'adapte pas réellement à leurs désirs, donc c'est pour ça que ton sujet de changer le monde n'est pas si absurde que ça, comme la société ne s'adapte pas à leur volonté de changement, en fait, ils essayent de trouver quelque chose qui leur fait s'adapter à un environnement, mais qui n'est pas celui qu'ils souhaiteraient. Donc je pense qu'effectivement, les alternatives, c'est un vrai sujet. Je pense que tu sais que sur les questions d'automédication de la douleur dans les établissements, je ne sais pas si ça t'intéresse, ce sujet-là, il y a beaucoup de choses qui se développent au niveau de la réflexothérapie, du yoga, de plein de choses. Absolument. Et c'est très étonnant parce que les médecins avaient un regard un peu goguenard par le passé là-dessus. Et je pense qu'il faut peut-être aussi changer, tu vois, le regard des soignants, de leur dire, plutôt que d'être dans le discours de l'interdit, oser aller vers les alternatives, oser parler de choses qui sont peut-être moins technoscientifiques, tu vois, avec les patients. Je ne sais pas. Si, moi j'ai beaucoup écrit là-dessus dans mon travail sur la douleur. J'ai encouragé ça, et puis j'ai rencontré aussi beaucoup de médecins, et d'ailleurs les médecins qui travaillent dans les centres antidouleurs sont souvent des hommes et des femmes qui sont très ouverts sur ce type de pratique. Regarde d'ailleurs comment l'hypnose, qui était encore il y a une trentaine d'années l'objet de ce mépris de l'univers médical qui pensait que c'était un truc de music hall. Aujourd'hui, l'hypnose est énormément un recours en matière notamment de douleurs chroniques. Et puis tu as évoqué la réflexologie, mais ça irait de même pour l'acupuncture, pour l'homéopathie ou autre, où des médecins hospitaliers disent aux patients, si vous pensez que ça vous fait du bien, allez-y, c'est pas un problème. Bon, mais il faut dire aussi que dans mon expérience, par exemple, ces centres antidouleurs sont animés par des hommes ou des femmes qui sont beaucoup plus bricoleurs, beaucoup plus inventifs, qui cheminent davantage avec leurs patients parce que de toute façon, ils sont en échec thérapeutique. Donc, ils cherchent des solutions avec le patient et non pas devant le patient, tu vois. Mais c'est pas dans toutes les pratiques médicales qui sont souvent beaucoup trop techniques. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va intervenir, ou Guillaume dans la salle, ou Mylène, je ne sais pas. Il y a des questions. Si vous avez des questions, vous levez la main. En attendant, on va passer la parole à Guillaume. J'avais une petite réflexion, c'est vrai que, comme vous l'avez vu, une grande partie de ces consommations relève de l'automédication et relève de l'achat par des voies plus ou moins légales de substances dont on ne sait pas trop ce qu'elles contiennent toujours. Donc ça, c'est effectivement un des aspects importants. Mais quand même, je pense que ce phénomène-là, il est aussi en partie lié au phénomène plus largement de médicalisation de la souffrance psychique ou d'un certain nombre de problèmes qui a été aussi porté par le corps médical. Je veux dire, il y a aussi une grande partie d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, etc., qui sont prescrits par le corps médical, qui sont pris donc sur prescription médicale. Et je pense que ça représente aussi une grande partie de la consommation de ces médicaments qui agissent sur l'humeur. Et donc, je pense que là, il y a une vraie question aussi de responsabilité du corps médical dans le fait, finalement, que les gens soient amenés assez facilement à recourir à ces molécules quand ils rencontrent un certain nombre de problématiques dans leur vie personnelle ou professionnelle ou conjugale, etc. Et donc là, ça pose aussi une question d'éthique de la pratique médicale, finalement. C'est ça.
voilà, qui n'est pas nouvelle, enfin, qui date quand même de pas mal de décennies maintenant, hein, et qui a installé une sorte de système voilà, de médicalisation de la souffrance psychique qui après crée des sortes de ramifications où les gens se disent finalement c'est normal aussi de prendre, puisque les médecins en prescrivent, pourquoi je n'en prendrais pas par moi-même et pourquoi je n'irais pas les acheter sur Internet si c'est moins cher et plus facile, etc. quoi. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est un commentaire avec lequel je m'accorde totalement. David, j'ai un de mes étudiants qui m'a posé une question tout à l'heure avant, il savait que je venais ce soir, et en attendant de voir s'il y a d'autres questions dans la salle, il m'a dit, est-ce que tu pourrais interroger David Le Breton sur un sujet qui est un peu en marge, mais à mon avis, ça remet dans le sujet, sur ce qu'il pense de ce débat sur le fait que une sphère technoscientifique générerait aussi des nouveaux concepts de maladies pour derrière générer de l'autoconsommation de médicaments. Et une espèce de sphère qui serait pas complotiste, mais quand même intéressante, selon laquelle, comme il y a un marché, il y aurait une force de puissance d'un marché qui générerait le fait et le besoin pour ensuite entretenir la consommation. Tu as un regard là-dessus ou... Oui, non, il y a un certain nombre de sociologues qui ont écrit là-dessus, parfois d'ailleurs de médecins très très critiques. Il y a une manière pour les grands laboratoires finalement de créer une demande et puis donc une sorte de cercle vicieux, donc de pathologiser d'innombrables comportements. Le fameux trouble des enfants dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, qu'on appelait autrefois l'hyperactivité, etc., puis qu'on appelle TDAH, je sais pas quoi, bon, horreur de toutes ces abréviations-là. Mais là, on a pathologisé ces comportements qui pouvaient être relativement banals autrefois et qui ne posaient pas de problème. Moi-même, finalement, avec le recul, je m'aperçois aujourd'hui que j'étais un gamin extrêmement turbulent, que je posais énormément de problèmes. Je me dis aujourd'hui, bien des décennies plus tard, que je l'ai échappé belle parce qu'on m'aurait médicalisé à outrance comme ça pour me calmer, entre guillemets, puisque j'étais considéré, à l'époque on disait nerveux, il est toujours agité, etc. Bon, tu vois, donc il y a l'invention de nouvelles maladies, en effet, qui amènent de nouveaux médicaments, donc un nouveau marché, et des patients qui se reconnaissent finalement dans ce type de pathologie. Voilà, ce sont des modes d'emploi d'une certaine manière. Quand on est mal dans sa peau, finalement, on peut reproduire tel ou tel type de comportement qui relève de la pathologie, entre guillemets, à un moment donné, et on aura de toute façon une prise en charge médicale parce qu'il y a une espèce de validation, et on voit ça bien par rapport à la douleur, par exemple. Mais du coup, ça encourage un certain nombre de patients à s'auto-engendrer dans ce type de pathologie. Je le dis très vite, là, mais il faudrait analyser l'efficacité symbolique, parce que là, on n'est pas loin de toutes ces formes de ce que j'appelle somatisation, sémantisation, c'est-à-dire comment du sens vient s'inscrire dans le corps, comment il peut y avoir des mises en corps du sens, mais qui vont aussi dans le sens du pathologique. Parce qu'on sait qu'il y a des réponses pharmacologiques et qu'en plus la maladie évidemment donne un statut particulièrement fort dans la douleur chronique par exemple. On a un statut, on a une reconnaissance, on a une vie sociale extrêmement dense puisqu'on a des rendez-vous permanents avec les infirmières, les médecins, etc. etc. On est dans l'ambivalence de la condition humaine finalement avec laquelle j'ai commencé mon propos en citant Philippe Cadic, parce que j'ai toujours trouvé extraordinaire dans ce roman que cette femme par exemple se programme carrément une dépression de quelques heures par jour. Ça montre bien que nous sommes effectivement en proie à l'inconscient et que certains d'entre nous ont parfois besoin de se punir en permanence, d'autres sont parfaitement bien dans leur vie, mais il y a tout ça dans nos vies. Donc on comprend que l'industrie pharmacologique puisse en effet inventer des nouvelles pathologies qui vont immédiatement fonctionner à l'intérieur du lien social, par une sorte d'efficacité symbolique et de rétroaction, d'auto-entretien du système. Là, il y a des travaux, même américains, qui ont été faits sur le sujet. Il y a un bouquin qui s'appelle « Les inventeurs de maladies », dont j'ai plus le nom de l'auteur, mais c'est un sujet presque classique. D'accord, je crois qu'il y a Emmanuel Jean Desmanguel qui veut poser une question. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir à tous, merci beaucoup pour cette conférence. En fait, c'est plus une réaction, mais j'aimerais bien que vous la commentiez éventuellement. Je vous trouve très pessimiste. Alors, il y a plein de raisons de l'être, et vous les avez longuement développées.
Mais est-ce qu'il y aurait peut-être un petit lueur d'espoir quelque part, ou est-ce que définitivement on est soumis à la fois au pouvoir médical, au pouvoir des labos pharmaceutiques et à nos propres incapacités à faire autrement que de chercher toujours la chimie pour nous aider? Oui, non, merci pour votre question. Je ne suis ni pessimiste ni optimiste. Simplement, j'essaie de comprendre. Mais il est évident que ce que j'ai analysé ne nous concerne pas forcément tous. Évidemment, moi, je ne m'automédique quasiment jamais. Je préfère aller marcher ou faire du vélo ou lire un bon roman ou voir un beau film plutôt que de me dire je suis malheureux ou j'ai des problèmes en ce moment à la fac, je vais résoudre ça chimiquement. Je crois que sans doute une majorité d'entre nous trouve des solutions beaucoup plus paisibles, ou quand on recourt à des médicaments plus tranquilles aussi, qui ont fait leurs preuves, etc. Donc évidemment, dans l'exposé que j'ai donné, j'ai pas fait assez la part, vous avez raison de me le rappeler, ce que je dis toujours à mes étudiants, c'est-à-dire l'infinie complexité du monde, les ambivalences du monde et le fait que tout coexiste dans nos sociétés. Donc j'ai parlé finalement d'une certaine frange, enfin, pas d'une frange seulement, je crois qu'il y a quand même des millions de nos contemporains qui sont dans ce que j'ai décrit, qui sont dans une quête éperdue d'une solution chimique à leurs problèmes, et puis des millions d'autres qui au contraire savent qu'ils ne vont pas bien, mais ils vont voir plutôt un psychologue où ils vont faire du sport, où ils vont marcher, voilà, puis ils trouvent d'autres solutions, ou alors ils essaient de changer leur entreprise à travers le syndicalisme ou simplement entre collègues pour, par exemple, se décharger d'un certain nombre de tensions. Il y a des millions de formes de bricolage comme ça pour rendre la vie plus heureuse sans avoir à se subordonner aux molécules. Mais on est une société d'individus, c'est surtout ça. Société d'individus, ça veut dire que chacun de nous décide. C'est pour ça qu'il n'y a pas un pouvoir médical, entre guillemets, il y a le pouvoir qu'on accorde soi-même aux médecins et le prestige qu'on accorde aussi aux molécules, etc. Mais ce n'est pas partagé par l'ensemble du monde social, évidemment. Il y a plein de distinctions. Merci beaucoup. On est d'accord, je crois qu'il y a un Nick Batteur qui lève la main aussi. Il faut mettre ton micro, Annick. C'est bon, oui. Merci beaucoup, je trouve ça passionnant. J'aime bien ce que vous avez raconté. Mon interrogation, elle est l'impact de toutes ces drogues que prennent les gens, ou drogues très, très larges, hein, l'impact que ces gens prennent finalement dans l'objectif de mieux se confronter à la société. Est-ce qu'on peut dire que ça a un effet quelque part qui est positif, qui est le fait que ça évite peut-être beaucoup de dérives en matière d'infraction? Voilà, je me disais, mais est-ce que ce sont au fond, ça permet de canaliser tellement de milliers de personnes, enfin des millions même de personnes, ça les canalise et on aurait peut-être une société beaucoup plus explosive, avec beaucoup plus de crimes et de délits. Ou bien est-ce que c'est plutôt l'inverse pour vous, c'est que toute cette orientation d'une société qui laisse se pratiquer une telle automédication, est-ce que ça, c'est une dérive colossale qui pourrait être explosive un jour? Voilà une question difficile et posée par un juriste. Elle est en même temps trop morale et donc moi je ne suis pas du tout un moraliste. Mon travail de sociologue, d'anthropologue, c'est de comprendre et pas de juger. Donc quelqu'un qui a absolument besoin de molécules relativement puissantes dans une médication de la vie ordinaire. Là, vous avez évoqué des circonstances beaucoup plus graves, beaucoup plus pathologiques, entre guillemets, qui en l'occurrence étaient moins l'objet de mon exposé. Mais dans la vie quotidienne, quelqu'un qui a absolument besoin de prendre des produits pour tenir le coup, je me vois mal. J'essaierai, donc, comme je le disais tout à l'heure, de convaincre cette personne d'aller marcher, de faire du vélo, ou d'aller à la piscine, ou de se détendre davantage. Mais je sais bien en même temps que ça ne marchera pas forcément. Et je n'ai pas le droit. Dans une société d'individus, on n'est pas là pour dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Donc, voilà. Donc pour moi, il y a aussi une légitimité de ces personnes pour tenir le coup. À défaut de changer le monde, comme le disait Descartes, eh bien, on change ses désirs, ou en tous les cas, on se met en position d'être en harmonie avec un monde, même si on déteste ce monde, même si on le trouve méprisable, même si on trouve qu'on vit dans une entreprise absolument avec des chefs minables, etc. Si on ne veut pas perdre son boulot,
il faut en payer le prix. Et parfois, le prix est quand même très lourd. Mais bon, le burn-out ce sera aussi une manière de résister, d'une certaine manière. La dépression, le burn-out, ça suffit. Mais ce n'est pas une décision de l'individu, malheureusement. C'est qu'il y a une extrême violence, il y a un choc en retour de tout ce qu'il a dû assumer, et souvent d'ailleurs de toutes les molécules qui ont été ingérées en amont, et puis tout d'un coup ça craque complètement, et l'individu se brise. Il faut essayer d'anticiper ça au maximum, évidemment. Mais en tous les cas, sur le moment, comment voulez-vous empêcher quelqu'un de prendre une molécule, puisque ça le maintient quand même à sa place? S'il perd son boulot, il perd Oui, sa... oui, mais justement, ce n'était pas du tout une critique de l'utilisation des drogues, au contraire. Oui. Au contraire, ce que je voulais dire, c'est que ça évite peut-être, c'est la question que je voulais savoir, ça évite peut-être des aggravations terribles qui conduiraient à une société dans laquelle on aurait encore beaucoup, beaucoup plus de crimes et de délits. C'était ça ma question plus. Oui, je comprends. Oui, mais là, vous débordez trop mes compétences. Je ne sais pas, je sais pas s'il faut aller jusque-là. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que dans la vie quotidienne, l'automédication est devenue une prothèse nécessaire à des millions d'individus. Alors, serait-il criminel? Je crois d'ailleurs, j'en suis pas vraiment sûr. Et puis d'ailleurs, on voit bien comment on finit quand même dans une société assez âpre, à bien dire. Le djihadisme en étant l'un des symptômes les plus tragiques de l'histoire, et quand même assez récent dans nos mémoires. Mais je ne sais pas si... Mais David, si on élargissait la question d'Annick, puisqu'on est dans nos séminaires éthique et santé publique, la vraie question, c'est finalement pourquoi faudrait-il lutter contre l'automédication, ou voire même pourquoi, en étant un propriétaire, la laisser se développer, la favoriser, parce que si elle concourt au bien-être des gens, finalement, et je fais le lien avec la question d'Annick, c'est très utilitariste, très politique, et si elle concourait à un apaisement de la société, à une moindre violence de la société, après tout, on pourrait en faire une vertu de l'automédication, c'est-à-dire non seulement les individus vont mieux, mais la société serait plus apaisée. Et moi, je suis toujours assez étonné, justement, des stéréotypes politiques. On dit l'automédication, pendant très longtemps, on a dit c'était dangereux. Et on a dit c'est un problème de santé publique. En fait, je pense qu'il y avait un débat effectivement sur le mauvais usage, mais une fois que le mauvais usage serait expliqué aux gens et qu'il le ferait un bon usage, à mon avis, l'argument tombe. Puis le deuxième débat, c'était dans l'automédication, ça coûte de l'argent à l'assurance maladie parce qu'indirectement, il y a quand même une part aussi dans l'automédication de médicaments qui sont quand même fournis par l'assurance maladie, tu vois, mais c'est très moralisateur. Mais après tout, moi, je trouve la question d'Annick qui est intéressante. Moi, de manière provocatrice, je ne suis pas sûr qu'il faille continuer à lutter contre l'automédication comme on l'a fait pendant des années. Et puis, il y a un dernier point qui m'intéresse dans ce sujet-là, c'est qu'il y a une automédication qui est pas addictive, mais qui est authentiquement thérapeutique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'approprient la gestion de leur maladie et de leurs troubles. Donc, dans une société où on parle d'autonomisation, de droits des patients, de patients experts et tout, on pourrait très bien imaginer qu'il y ait justement une automédication très vertueuse qui fait que le patient s'auto-traite. Et donc, je ne vais pas faire du Canguilhem mauvais dans le texte, mais après tout, il est son propre expert, il est propre sachant de sa maladie. Donc, après tout, pourquoi est-ce qu'il ne se traiterait pas tout seul, quoi, tu vois? Oui, non, tu as raison. Mais le deuxième point de ton exposé, c'était pas vraiment mon sujet, puisque j'ai parlé plutôt de la performance, de l'accentuation des performances, et moins de l'automédication qui coule de source et qui là ne pose aucun problème. On a mal à la tête, on a mal au dos, on prend un je ne sais plus le terme, mais un médicament banal et là ça ne soulève absolument aucun problème. Je veux dire, c'est l'auto-ajustement finalement de l'individu dans le monde. Tu as raison de citer Canguilhem, c'est que le normal et le pathologique varient complètement selon les individus. Donc de ce point de vue-là, on n'a pas trop à juger là-dessus. Et ça, c'était pas vraiment l'objet de mon exposé. Par contre, pour les médicaments de la performance, en quelque sorte, je crois qu'il faudrait plutôt plaider pour un usage raisonné, c'est-à-dire ni laisser faire, ni moraliser là-dessus, mais que le médecin, en tous les cas, dans la relation singulière
régulière avec le patient, soit un pédagogue enseigne les effets secondaires et puis propose quand même des alternatives plus propices, plus tranquilles, plus heureuses. Voilà, c'est plutôt, moi je plaiderais plutôt là-dessus, c'est quasiment aristotélicien, un usage raisonné du produit, voilà, parce que effectivement il permet à des millions de gens, enfin en France, mais des centaines, peut-être des milliers, peut-être pas des milliards, mais en tous les cas des centaines de millions de gens de tenir le coup. Donc et puis il ne faut pas que les médecins se posent en moralistes, ils l'ont fait trop souvent évidemment dans l'histoire de la société, quoi. Donc, mais en même temps, il ne faut pas laisser faire complètement quand même, il faut pas d'un air de dire que c'est pas grave, parce que et il ne faut pas non plus moraliser pour dire ne le faites pas, c'est pas bien, quoi. Donc, là, c'est là où le médecin généraliste ou les médecins ont une responsabilité, à mon avis, d'enseigner quand même au patient les conséquences de son produit et puis peut-être de lui suggérer d'autres recours moins nocifs, entre guillemets. Alors, comme on a dit qu'on tenait le timing, je crois qu'il y a Guillaume, tu sais, c'est le sociologue normand qui parle au sociologue strasbourgeois, donc on va redonner la parole à Guillaume. Et puis après, s'il y a une ou deux dernières questions, puis après on clôturera. Hein? Oui, merci. Moi, j'avais encore une petite remarque parce que je trouve que effectivement, Philippe Cadic était très visionnaire à l'époque quand il évoquait son ordre d'humeur là, et finalement la volonté, une volonté de contrôle de soi-même, hein, de contrôle de ses humeurs, etc. Et comme aujourd'hui, il y a un côté positif dans l'automédication, c'est finalement, on est tous invités à être entrepreneurs de notre existence, donc on gère sa vie, on gère ses humeurs, on gère tout. Donc on est dans le contrôle, hein, et dans la maîtrise des risques, etc. Oui. Et en même temps, j'ai bien aimé aussi la question du cyborg, parce que finalement, effectivement, manger des molécules, ingérer des médicaments, c'est ingérer de la technique, finalement. Oui. Incorporer de la technique. Et en fait, je crois quand même que pour beaucoup de gens qui le font, ils ne le voient pas forcément comme ça. Ce n'est pas l'image du post-humain, ce n'est pas la prothèse technologique, etc. Il y a une forme de banalisation, voire de naturalisation du médicament qui fait que ce n'est pas du tout vécu comme l'accès à la post-humanité ou quelque chose comme ça, de cet ordre-là, du transhumanisme. On est dans un truc hyper banal de la vie quotidienne, alors qu'effectivement, on est peut-être dans la forme, peut-être une des pires formes du cyborg, c'est-à-dire l'incorporation totale de la technique dans son corps. Là, il y a une sorte de paradoxe que je trouve vraiment intéressant. Oui, moi je suis complètement d'accord. Non, mais ça fait le lien très naturel avec ce que je disais tout à l'heure, de ce paradoxe que moi j'ai vu avec plusieurs discussions avec eux, de ce retour à l'état de nature, à la décroissance. Et puis dans ce domaine très particulier, il y a une forme d'agnosie, de contradiction. C'est-à-dire que voilà, mais comme tu l'as dit, on est pluriel, on est multifacette et on est tous plein de contradictions, c'est bien. En fait, moi je pense que de toute façon, c'est très dans l'époque, enfin, si je puis me permettre, c'est-à-dire que l'autre jour, on a tous vécu ça, vous savez, la réunion des gens qui sont tous contre l'installation de l'antenne 5G et qui sont tous avec leur téléphone en dire, tiens, on va tous faire une cyber-pétition, quoi. Et donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, moi, je pense qu'il faut l'accepter en tant que tel. Par contre, si on poussait un peu plus loin le débat, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de voir demain quels nouveaux produits ou technologies émergent. Parce que là, on est resté dans le médicament, la performance chimique. Enfin, il y a pas mal d'écrits qui sont un peu futuristes autour de la question, enfin, je ne sais pas si tu veux conclure là-dessus, David, mais quand même, de la performance biomécanique, c'est-à-dire du fait de actuellement, c'est que des molécules. Mais demain, ça ne sera peut-être pas que des molécules. On a quand même beaucoup d'artifices technologiques de la littérature scientifique qui montrent. Voilà. Et là, moi, je pense personnellement que ça échappe complètement à la médecine. C'est plutôt un individu citoyen qui consomme un bien dans lequel la technologie sera le bras armé de sa destinée et que ce sera un bien de consommation, mais qui n'aura plus rien de médical, quoi. Et donc, ce qui est étonnant aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on dit médicament, ça doit être encore médié par des acteurs médicaux. Moi, je pense que demain, ces questions de la performance seront plus médiées par des acteurs médicaux parce que c'est autre chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est autre chose. Ouais. Je pense que tu as parfaitement raison. Oui.
Michel, il y a Mylène. Alors, Voilà. Mylène est notre philosophe de l'espace éthique, David. D'accord. Donc, je vais rester à ma place parce que vous avez beaucoup évoqué le sens de l'existence, l'individualisme, le rapport à la société, la manière dont on utilise ces produits finalement pour se recaler face à une forme finalement de vide. Et moi, je me pose la question si c'est pas une façon finalement de remplir ce vide qui était rempli de sens, notamment par une époque sur laquelle je ne m'étendrai pas, mais la religion, ou par la philosophie à une autre époque, ou par un sens de l'existence tout simplement. Est-ce que c'est pas la science, est-ce qu'on n'utilise pas la science jusqu'au bout dans le matérialisme dans lequel on est aujourd'hui, c'est-à-dire utiliser des produits pour pallier ce vide dont on ne sait pas quoi faire et ces conflits intérieurs qu'on n'arrive pas à régler parce qu'on n'a pas d'outils pour le faire. D'une certaine façon, c'est un pacte de fidélité à Descartes que vous évoquiez, c'est-à-dire finalement à cette transformation de la nature par la technique. Et moi, je trouve qu'effectivement, prendre un médicament, ça évite de réfléchir, ça évite de se poser des questions. Prendre un médicament, ça évite de s'ennuyer, ça évite de se confronter à l'angoisse d'une forêt que vous évoquiez, à laquelle je suis particulièrement attachée. Et finalement, prendre une pilule, c'est matériel, c'est scientifiquement prouvé. Et il y a une notion de facilité qui m'interroge beaucoup, moi, qui réfléchis énormément et qui comble tous ces vides sans prendre de médicaments. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quand on a un sens et une valeur à son existence, effectivement, on n'a pas vraiment besoin de recourir à des artifices techniques, chimiques en tous les cas. On peut recourir à des artifices techniques en prenant sa voiture ou autre, mais par contre, effectivement, l'artifice de l'automédication n'a pas vraiment de sens parce qu'on est dans la transparence de son rapport au monde, on est dans l'évidence de vivre, donc on a des significations aux questions qu'on se pose. Effectivement, quand il y a du manque à être, il y a des réponses souvent qui sont des réponses chimiques, parce que le manque à être traduit le fait que l'individu n'arrive pas à donner une signification puissante à son existence, dans le recul en effet du religieux, mais pas seulement, le recul du culturel aussi, puisque une société d'individus, c'est quand même chacun de nous qui devient le concepteur de sa propre existence. Et on puise dans une immense boîte à outils qui est autour de nous, mais qui fait que les gens qui nous sont les plus proches sont dans la même boîte à outils, mais vont prendre d'autres outils, parce qu'il y a tellement de millions d'outils. C'est pourquoi tout à l'heure j'évoquais la pathologie de la liberté, parce qu'on ne peut pas dire qu'on est dans une société qui manque de sens. Au contraire, dans une société qui sature le sens et qui fait que finalement on ne sait plus sur quel pied danser. Donc et c'est pour ça que j'avais cité Gide qui disait « Effrayante est une liberté que ne guide pas un devoir ». Voilà, donc effectivement, la technique, elle vient en compensation du sens qui manque. De la même manière, s'agripper à son corps, c'est bien parce qu'on n'a rien d'autre qui puisse nous permettre de tenir. C'est ça qu'on retrouve d'ailleurs dans les conduites à risque de nos jeunes. S'accrocher à son corps pour ne pas disparaître, pour ne pas mourir, quitte à se faire mal, quitte à payer le prix. On écouterait David Le Breton pendant des heures, vous êtes d'accord? Mais il faut bien qu'on ait un peu de frustration et puis au pire, on essaiera de voir si on peut te remplacer par un médicament, mais je ne crois pas. On n'y arrivera jamais. Par contre, est-ce que Jacques, quand même, au titre de notre partenariat, je te laisse dire le petit mot de conclusion de cette belle conférence. Et sachant, je dis aussi que je pense que vous pourrez retrouver David dans un prochain forum européen de bioéthique à Strasbourg, pour ceux qui veulent un jour aller dans le Grand Est, qui est un beau moment de débat démocratique qui est porté là-bas, à la salle de l'Aubette, un très bel endroit. Oui. Donc, Jacques, je te cède le mot de la fin et déjà, je remercie David, comme ça, ce sera déjà fait au nom de l'espace éthique. En tout cas. Merci à toi, merci à vous. Merci Monsieur Le Breton pour votre approche. Effectivement, les performances, elles sont demandées, elles sont très sollicitées, elles font partie maintenant d'une nouvelle norme. On pouvait avoir l'automédication pour rejoindre une norme, comme le disait Grégoire tout à l'heure, mais maintenant la norme, elle avance. Est-ce que l'on aura toujours cette chasse entre la performance et l'automédication ? Quelle sera la limite? Est-elle liée à nos sciences qui progressent aussi dans les recherches de nouvelles molécules?
qui va gagner? Le débat est ouvert entre l'automédication et cette cible qui se déplace sans arrêt. Je pense que vous allez certainement bientôt avoir de nouveaux sujets pour nous entretenir. Merci beaucoup. Merci à tous et bonne soirée. Merci à tout le monde et puis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.